Je suis Augustin Yonke. C'est le nom que m'ont donné mes parents, papa Tchakunte Sakio et maman Pauline Yomi. Et alors que je suis tout petit, mes aînés, du fait, n'est-ce pas, de mon opiniâtreté et ma détermination, et surtout, j'avais toujours envie que mon avis compte. J'ai eu des petits noms, d'abord Zoro, ensuite ils m'ont donné Titan, qui est pratiquement devenu mon prénom officiel, parce que en famille, pratiquement Augustin même passé sous Cap, alors que c'est un prénom que j'aime particulièrement. Plus connu donc sous ce prénom de Titan, je l'ai adopté comme nom de plume, hein, et même nom de métier dans tout ce que j'ai pu, dans tous les pans, tous les segments de ma vie. Donc je suis né à Loum, dans les années 72, de parents modestes, même si mon père, dans les années 50, était un multimillionnaire. Les vicissitudes, n'est-ce pas, des luttes d'indépendance ont fini par ruiner mon papa. Donc quand je nais, mon papa n'avait plus les ressources qu'il a eues lorsque mes aînés étaient là. Donc c'est dans ces conditions que j'ai grandi à Loum. Je célèbre, n'est-ce pas, mon 53e anniversaire ce jour. Je suis né en 1er février à l'hôpital de district. C'était à l'époque l'hôpital central. C'était d'abord la maternité publique de Loum. Le 1er février 1972, il était environ, m'avait dit maman, 7h15. Donc je suis né alors que le soleil se levait. C'est pour ça que je suis toujours quelqu'un d'alerte. Je suis dans une fratrie de ma mère. Nous étions une dizaine. Il n'en reste que 5. Maman a enterré plusieurs. Beaucoup sont même décédés avant que je ne naisse. J'ai souvent entendu leur évocation. Mais je appartiens à une famille polygamique. Papa avait une deuxième épouse qui a eu aussi des enfants. Donc globalement, nous sommes dans une famille plus ou moins 13 personnes. Voilà un peu mon enfance. J'ai grandi à Loum, où j'ai fait une bonne partie, n'est-ce pas, de ma scolarité. Loum reste un peu mon élixir, c'est mon essence. Je respire Loum, je vis Loum. Loum, c'est chez moi. Loum, c'est mon village. Même si je peux préciser que je suis né, n'est-ce pas, des parents originaires de l'ouest du Cameroun. Mais moi, je suis né à Loum et c'est Loum que je considère comme mon village. Exactement comme je considère le Mungo comme mon département. Je ne peux pas penser que je suis allé au métier. Je pense que le métier est venu à moi parce que apparemment je l'ai hérité de mes parents. Papa était un très grand communicant, autant que ma mère. C'est des très grands communicants. Je l'ai vu de par la façon dont il se déployait dans les milieux qu'il fréquentait, les milieux associatifs, les milieux religieux. Papa a été toujours un leader. Il a été gendarme colonial, je le précise, et recruté, enrôlé dans les troupes de la gendarmerie coloniale. Il était un leader. Aussitôt, à peine arrivé, c'est lui qui était celui à qui la hiérarchie donnait les instructions pour répercuter à ses camarades. Lorsqu'il fallait porter la voix des camarades pour des préoccupations auprès de la hiérarchie militaire, c'est lui qui portait la parole. Et lorsque je grandis, je le vois, il est leader dans la communauté, que ce soit la communauté d'origine des Bazou, dont il était un des pionniers, d'abord à Loum-Chantiega où il a vécu, ensuite à Loumville où il s'est déployé du fait, n'est-ce pas, de l'instabilité qu'il y avait dans les années, n'est-ce pas, de lutte pour l'indépendance du Cameroun. Ça a été quelqu'un, je l'ai revu plus tard dans l'église où il a été un très grand leader dans la chorale Ligue évangélique du Cameroun dont il était un fervent chrétien. J'ai fait le même constat chez maman qui a été elle aussi très très impliquée
au niveau de l'église évangélique, où elle était une des pionnières, elle est une des fondatrices de l'église évangélique dans l'arrondissement de Loum. D'abord à Loum-Chantier, Side Banane, ensuite à Loum-Chantiga, puis à Loumville. Elle est la fondatrice parmi les pionnières de la grande chorale Bethesda de l'église évangélique du Cameroun à Loum. Et je l'ai vue toujours leader. Dans la communauté Bazou, elle a été un leader, une porte-parole. J'ai remarqué même que, bien qu'étant une femme, elle avait été acceptée dans le cercle fermé des hommes Bazou, où elle occupait un siège important et jouait un rôle de conseillère, et elle portait la voix de la communauté. Donc, je peux dire que ce sont des éléments, peut-être qu'ils avaient des gènes qu'ils m'ont passés à ma naissance, et cela s'est traduit même au niveau de ma scolarisation, que ce soit à l'école primaire qu'aux enseignements secondaires. J'ai remarqué que j'avais cette tendance à porter la parole, à être un leader, et je me suis retrouvé président de la coopérative, des instances qui me donnaient la parole. J'ai été responsable des groupes de journaux. Donc j'étais toujours dans une posture où je prenais la parole pour parler aux autres, Donc je peux dire que certainement j'ai peut-être acquis des gènes que la science plus tard n'a qu'affiné. Contrairement à beaucoup de mes amis qui étaient très enclins au football, j'aimais beaucoup lire. Je lisais beaucoup. Et mes parents m'ont aussi encouragé en ça parce que je veux rendre hommage à ma mère qui, n'est-ce pas, est d'heureuse mémoire aujourd'hui. Je veux lui rendre hommage parce que maman a toujours veillé à ce que j'ai toutes les fournitures scolaires. J'avais toujours tous les manuels. Même ceux qui pouvaient être considérés comme étant superflus, je les avais. Maman achetait tous les manuels, du livre de sciences au livre d'anglais, qui était à l'époque, qui n'était pas des matières obligatoires. Maman m'en achetait. Du coup, j'étais porté à lire. Et tout petit, à l'école primaire, je lisais déjà les dessins animés. J'avais la chance que justement j'avais mon frère aîné, qui est comme mon papa adoptif. Je vais lui rendre hommage ici. Papa Nana Jean-Pierre, c'est Nana Jean-Pierre pour l'appeler avec, n'est-ce pas, ses attributs traditionnels, qui avait toujours les dessins animés et les bandes dessinées. Et une fois qu'il les déposait, j'avais toute tendance à aller les piquer pour les lire. Et cela a contribué à améliorer mon vocabulaire, à densifier mon vocabulaire. Du coup, j'avais un ascendant dans mon expression orale. J'avais toujours, n'est-ce pas, une plus-value par rapport aux autres. Certes, je jouais au ballon parce que l'environnement s'y prêtait, mais je n'étais pas un féru du football comme d'autres qui s'y adonnaient à plein temps. Quand j'avais une occasion, je lisais. Et ce sont des outils comme ceux-là, des loisirs comme ceux-là qui, je pense, ont contribué à davantage conforter mon penchant vers le métier de la communication en général et du journalisme. Parce qu'effectivement, pour faire ce métier, il fallait avoir des bases. Et c'était le cas. J'ai pu vous dire par exemple qu'au cours élémentaire 1, j'ai rédigé dans les lettres de maman pour lorsqu'elle avait écrit à passer un message à mes frères aînés, à envoyer un message à l'Ouest, au cours élémentaire, je rédigeais des lettres. Elle dictait et j'écrivais. Mes aînés étaient complètement impressionnés, ils étaient surpris. Lorsqu'elle leur disait que non, c'est lui qui a rédigé, parce que tant il est vrai qu'il y avait des fautes, mais c'était lisible, c'était compréhensible, j'écrivais et c'était le fruit de mes lectures. Donc je peux dire que j'avais des prédispositions dans ce sens-là depuis l'enfance. J'ai commencé ma scolarité directement à la CIL. Et j'ai commencé ma scolarité même tardivement à la CIL. Beaucoup y allaient à 4 ans, 5 ans. Je suis allé un peu plus tardivement. J'ai fait mon école primaire à l'école publique Sanda Oumarou. J'y suis entré à la CIL. J'ai eu des enseignants comme Madame
Massa de Marie-Thérèse, qui a assuré mes fondements, qui m'a de la base. J'ai eu la chance de la voir à la CIL et au cours préparatoire. Donc, et justement, elle m'a vraiment donné les bases. J'ai continué toute ma scolarité à Sanda. J'ai connu des enseignants comme Mme Fobela, dont je ne sais pas où elle se trouve, si elle est en retraite, si elle est encore en vie. Mme Fobela, très brave enseignante. Et j'ai connu aussi Mme Fouemou Monique au cours élémentaire 2. J'ai connu M. Bekonozé Daniel au cours moyen 1 et M. So Boniface qui est encore en vie, qui est à Loum aujourd'hui, que je rencontre bien souvent. Voilà des enseignants que j'ai connus à l'école primaire. J'ai fait une scolarité primaire sans arrêt. Il faut dire que j'étais brillant, j'étais brave, parce que je ne sortais pas du cadre des 3 premiers. Ça a été, et comme je le disais, c'était le fruit du fait que les parents, maman et mon frère aîné veillaient toujours à ce que j'ai ce qu'il faut pour aller à l'école. Donc je suis parti, j'ai eu l'entrée en 6e au CES de Loum et mon certificat d'études primaires élémentaires sous la direction de M. Oscar Ela Issoua, un patriarche, très bon directeur, très bon enseignant. Et j'étais le deuxième du centre à l'entrée en 6e au CES de Loum. Et je rappelle qu'à l'époque, le CES de Loum, c'était l'ancien arrondissement de Loum qui couvrait l'actuel arrondissement de Djombe Pendia et de Loum. Et nos camarades venaient aussi de Loé. Donc, lorsque vous étiez deuxième, il faut dire que vous étiez parmi les meilleurs. Donc, j'ai été deuxième. Ça m'a valu d'ailleurs la bourse, n'est-ce pas, au CES. Et j'ai fait le CES de Loum jusqu'en 3e. J'ai eu mon BPC aussi sans échecs. Ensuite, je suis allé par concours de circonstances. En réalité, je devrais aller au lycée du Manengouba en Konsamba où nous allions tous les autres élèves des CES de tout le Mungo. On avait pour seul point de chute le lycée du Manengouba. Mais je suis arrivé en Konsamba 2 semaines. Ça n'a pas été facile. Là, il y avait trop la famine. Je n'ai pas supporté. J'ai appelé mon frère pour lui dire je ne peux pas tenir. Le rythme était très dur. Konsamba n'était pas évident. Vous avez même de l'argent, mais vous ne pouvez même pas acheter ne serait-ce que du tapioca. Et je n'ai pas été habitué à ça. J'étais habitué à aller à l'école, au collège. Je rentrais à midi parce qu'au CES, nous avons fréquenté le système de deux mouvements. On venait le matin à 7h, on rentrait à 12h et on repartait à 14h. Donc je trouvais toujours quelque chose à manger. C'est pour ça que j'aime beaucoup Loum, parce que Loum est une ville qui offre tout ce qu'il faut pour être épanoui. Donc j'ai dû aller à Douala. Et je vais à Douala quand la rentrée est lancée. Il n'y a pas moyen d'obtenir un transfert pour le lycée de Newbel que j'avais sollicité. C'est comme cela que je me retrouve en train de poursuivre mes études au collège Intègre à Douala. Le collège fondé par un fils du Mungo, de Konsamba, M. Nzumpe. Je ne sais pas s'il vit toujours. Donc c'est là-bas que j'ai fait mon second cycle et jusqu'en terminale. Sans arrêt aussi, j'ai eu le préparatoire et le baccalauréat au collège Intègre. Je suis allé à Yaoundé, à l'université Yaoundé, toujours c'était l'université de l'époque où j'ai étudié. Et c'est là-bas, vous parlez n'est-ce pas, des moments forts de ma scolarité. J'ai souvenance qu'en première, je suis frappé d'une maladie subitement, je suis en classe, je me lève, j'ai envie de me mettre à l'aise et je sors de la classe. Et je vais vers les toilettes de l'établissement et je me rends compte que je me suis effondré. Je suis tombé, c'est d'après ce que me disent mes camarades, à l'entrée des toilettes et je termine à l'hôpital La Quintini, puisque c'était non loin, le collège Intègre est à quelques encablures de l'hôpital La Quintini de Douala. Je termine là-bas. J'y ai même passé les fêtes de Noël de l'année là. Et c'était le début, n'est-ce pas, d'une maladie qui va me perturber. Mais je suis titan, comme je vous l'ai dit, en véritable titan. Beaucoup ne vendaient pas ma peau chère, mais j'ai réussi à décocher probatoire cette année-là. Et le baccalauréat aussi. Et je suis allé à Yaoundé. J'ai pu faire la première année. Et c'est en deuxième année que la maladie prend une autre envergure. Elle s'aggrave.
tous les efforts avaient été faits. J'ai fait beaucoup d'hôpitaux, mais on n'identifiait pas. Ça ressemblait à une maladie qui relevait du paranormal. Et ça avait été un niveau où j'ai dû suspendre mes études en deuxième année. En deuxième année, j'étudiais les lettres espagnoles avec formation bilingue, option latin. Donc c'est ce que j'étudiais à l'université. J'ai dû suspendre et je suis revenu à Douala pour essayer de trouver les soins. La situation ne s'est pas améliorée et j'ai continué sur Loum. Donc j'ai marqué un temps d'arrêt dans mes études à ce moment-là. Naturellement, je vais reprendre des études plus tard. Plus forcément dans Yaoundé, j'ai fait des études, d'autres études, j'ai fait des formations académiques dans plusieurs filières. J'ai fait de la sociologie, j'ai fait les sciences de l'éducation et naturellement j'ai fait une école de formation. Donc voilà à peu près, j'ai aussi fait des études plus tard dans le domaine du journalisme et de la communication en correspondance, pas correspondance. Donc voilà un peu sur le plan de ma formation, de ma scolarisation, ce que j'ai, mes pérégrinations. À la base, je fais beaucoup de lectures, même les scientifiques lisent. Mais il se trouve que pendant que j'évolue au secondaire, parce que je pars de l'école primaire très équilibrée même en mathématiques, mais arrivé au secondaire, je constate que peut-être l'influence de certains enseignants que j'ai eus dans les matières scientifiques ne m'ont pas donné l'occasion d'opter pour les séries scientifiques. Parce que je constate que même si j'étais brillant en sciences, en technologie, j'avais des soucis en mathématiques. Parce qu'au secondaire, j'ai eu, il faut le dire, j'ai connu une enseignante qui nous a pas beaucoup aidés. Et je croyais que j'étais seul. Mais dans le cas de notre amicale des anciens du Sud de Loum, j'évoquais cela avec des camarades. Il se trouve qu'il y avait plusieurs qui avaient connu les mêmes blocages. Donc je me retrouve en train après le BPC, de faire plutôt la série littéraire. Donc je suis allé en seconde A, 4 espagnol. Et naturellement, c'est une filière qui prédispose à faire des humanités. Et les humanités sont fondamentalement des filières qui ouvrent dans les métiers de la communication. Et justement, comme je vous ai dit, j'étais porté déjà dans le leadership communicationnel pendant que j'étais au secondaire, dès l'école primaire et puis au secondaire. Ça s'est étoffé au secondaire parce que je suis chef de classe, du fait que d'abord le travail, les moyennes faisaient que soit j'étais chef, soit j'étais chef adjoint, parce que j'alternais entre premier et deuxième. Et les responsables de l'institution scolaire avaient choisi cette approche-là où on faisait généralement des chefs de classe et de leurs adjoints. Et les premiers et les deuxièmes étaient généralement les chefs de classe. Donc je m'étais retrouvé dans cette posture-là, ce qui me donnait aussi l'occasion d'être porte-parole bien souvent. Et voilà à peu près globalement comment je me suis retrouvé. Et ayant fait des humanités, lettres, j'arrive à l'université ayant déjà opéré le métier. Parce qu'en fait, je démarre le métier en professionnel en 95, mais je pratique déjà dès la classe de 3e. J'ai commencé à faire mes premières communications événementielles depuis la classe de 3e. Comme je dis, on est dans des événements entre nous et directement parce qu'on me voit parler souvent, je porte la parole, on me dit non, c'est toi qui vas parler au micro, c'est toi qui vas conduire, c'est toi qui vas modérer. Voilà comment je commence à le faire et à partir de la classe de seconde, je l'exerçais déjà. J'étais invité dans les événements, les kermesses, les festivals, des soirées culturelles, des groupes, des associations pour être le Master of Ceremony. Et naturellement, j'ai piloté déjà le club journaux. Je l'ai fait au secondaire au Suez. J'étais dans le club journal, dont j'étais toujours le rédacteur en chef. Et ça s'est poursuivi au niveau du second cycle. Et lorsque j'arrive à l'université, naturellement, je suis porté vers... j'ai fait le Yaoundé University Music, qui était le grand orchestre de l'université. Mais en fait, c'était un cercle fédérateur de tous les clubs parce que dans l'University Music Band, il fallait des communicateurs qui présentaient les spectacles. Donc du coup, j'ai aussi fait mes classes là-bas. Ça, c'est dans la phase, n'est-ce pas, de ma carrière en tant qu'amateur
dans le paysage. Je le faisais par autodidactisme, n'est-ce pas, sur le tas. J'ai appris, je regardais les autres faire, je m'inspirais d'eux pour perpétuer. Voilà comment mes études m'ont prédisposé à aller dans le domaine des métiers de la communication. Pour parler des défis, il faut commencer par le défi dans la carrière, il ne faut pas des débuts, effectivement, parce que tout à l'heure, j'évoquais mes balbutiements dans le métier, parce que là, je ne considère pas cette époque-là. Sinon, je ne serais pas en train de célébrer en 2025 seulement mon jubilé de perles. S'il fallait prendre en compte ces années, ce serait à plus de 30 ans de métier. Parce que, comme je l'ai dit, je commence à exercer, mais vraiment c'était des balbutiements. Je faisais, beaucoup trouvaient que c'était très bien, mais avec le temps, en acquérant et en allant faire des formations, je me suis rendu compte que c'était vraiment des balbutiements que je faisais. La carrière même, je la débute comme professionnel en 1995, où je commence à faire vraiment des articles de presse comme pigiste. Nous avions à l'époque, dans le département du Mungo, Locamo avec ce qu'on appelle Cam News, Cameroun News. C'était l'agence de presse créée par le gouvernement de la République. Et nous avions un correspondant départemental qu'on appelait, de regretter de mémoire, M. Epanda Aaron. C'était lui qui était un peu comme ce qu'on a eu, le délégué de la communication départementale. C'était un peu ça. Ses services étaient à la préfecture, il était un peu le communicateur officiel du département. Il était le correspondant départemental de Cam News. Et je l'ai rencontré fortuitement au cours d'une cérémonie où justement j'avais joué les Master of Ceremonies. Et justement, il m'a vu parler, il m'a vu conduire la cérémonie. Et à la fin, un monsieur très humble, très généreux intellectuellement, il s'est rapproché de moi pour me féliciter. Tout petit, il dit, c'est intéressant ce que tu fais. Mais tu es de quelle localité? Je dis, je suis de Loum. Il dit, oh, les gens de Loum, c'est bien, on a échangé. Il m'a dit, mais apparemment, tu peux faire dans la presse. Je dis, oui, ça m'intéresse, j'exerce. Il dit, mais non, tu le fais bien. Tu parles bien français, c'est structuré, tu conduis bien, tu l'as fait magnifiquement. Je te le dis, beaucoup autour de moi étaient en train d'apprécier le travail que tu as fait. Et il s'est présenté. Il me dit, je souhaiterais que tu collabores. Le Mungo est très grand. Si tu as l'occasion d'avoir des façons sur Loum, il faut m'en donner. Et c'est comme cela que je commence à faire des piges qui n'étaient pas payées. C'est-à-dire, il y avait des actualités, je couvrais, je faisais le papier, je les lui envoyais et on les publiait dans le Cameroun Tribune, puisque c'est lui qui était comme le correspondant permanent de Cameroun Tribune, et même de la radio, en tout cas de la presse officielle, avec les médias officiels à l'époque. Donc voilà comment je commence, sous la houlette de M. Epanda Aaron, à qui je rends hommage aujourd'hui. Et c'est par lui que je commence à faire mes premiers articles véritablement. Et il faut dire que quelques temps auparavant, alors que j'étais au secondaire, justement, je parlais des balbutiements, je fais des collaborations à la radio. J'ai fait avec la CRTV Littoral à Douala, pendant que j'étais au secondaire à Douala. Et j'ai fait des collaborations dans des émissions sur la FM 105 quand elle est créée. Voilà comment j'évolue. Mais auparavant, j'étais à l'université. Pendant que j'étais à l'université en 92, j'allais faire des collaborations externes à la FM 94, qui était la première FM du Cameroun à l'époque. C'est quand, pour des raisons de santé, je suspends et je reviens à Douala, eh bien, je continue à utiliser ça comme un exutoire au cœur de ma maladie, parce que j'étais malade, mais j'utilisais la radio comme cet outil qui me permettait d'évacuer, n'est-ce pas, la souffrance que j'avais sur le plan sanitaire. Donc, j'ai parté à la radio, j'ai collaboré avec beaucoup, même le feu Moïse Banteke dans sa matinale m'a eu. J'ai eu à Yaoundé la chance de bénéficier de l'encadrement de Mme Solan Aïcha, alors qu'elle y était avant qu'elle ne soit affectée à Douala. Alors, et quand je rentre, elle était déjà à Douala. Justement, c'est elle qui sert de tremplin. Elle animait la matinale avec Moïse Banteke et il m'était donné de collaborer dans cette émission-là. Et plus tard, j'étais avec Josh Perman qui animait une émission, n'est-ce pas, en soirée sur la radio.
j'ai collaboré. J'ai collaboré aussi avec Mme Jeanne Tchakounté, qui a fini, n'est-ce pas, responsable à la station de Douala. Voilà comment je démarre. Et quand, toujours pour des contraintes sanitaires, je suis obligé de rentrer à Loum pour, n'est-ce pas, continuer mes soins, c'est là où je rencontre donc le patriarche Aaron Epanda, qui me prend sa houlette et je commence à faire des papiers en 1995. Je vais plus loin, donc continuer à faire des piges pour Challenge Hebdo de Benjamin Zébazé. Je lui ai jamais dit qu'on échange, nous sommes amis sur Facebook, mais il ne s'en souvient même pas. Je faisais des piges pour Challenge Hebdo et j'en ai fait pour le messager de Pius Ndiawe, qui m'a fait l'honneur de me recevoir. Quand j'avais fait un papier, j'étais déjà cette fois-là à Bafan. Il y a un des patriarches, un des leaders de la lutte indépendantiste, un des tout premiers maires de Bafan, Jean Bouindé, était décédé et j'ai eu la primeur, n'est-ce pas, de son décès. Et j'avais fait l'annonce, un papier qui avait paru dans le messager, n'est-ce pas, à l'occasion de ce décès. Donc voilà comment je démarre. Les défis dans le métier, quand on démarre, justement, c'est qu'on travaille pour rien. Parce qu'on avait juste le plaisir de voir que, on dit correspondance particulière de, on signe de votre nom. Vous avez une satisfaction de voir que vous pouvez signer quelque part dans un organe de presse qui est reconnu. Ça fait plaisir, c'était le seul salaire. C'était ça. Mais les défis, c'est qu'il fallait bien couvrir. Il faut aller sur le terrain. Vous devez vous débrouiller par vos ressources propres pour non seulement avoir l'information, mais aussi avoir une image pour illustrer. Parce que là, on parle de la presse écrite à l'époque. Donc voilà à peu près comment je démarre. Et plus tard, au gré des correspondances, je me retrouve en train de diriger une radio à Bafan, dans des circonstances toujours pas faciles, parce qu'on fait pratiquement du bénévolat, mais parce qu'on est passionné. On est passionné, on donne le meilleur de soi. Mais on est content quand on a les retours sur le terrain, quand on voit que les gens vous reconnaissent à la rue, ben voilà telle personne. Ça donne de la fierté. Et plus tard, on se rend compte que le travail qu'on fait venir des partenaires, parce que quand des partenaires viennent à vous, ça veut dire qu'ils ont le retour que vous impactez. De prime abord, il ne faut pas perdre de vue que dans le métier de journaliste de la communication, les théories d'école représentent juste une petite proportion. La meilleure école, c'est l'école du terrain. Parce que lorsque quand vous sortez d'une école de formation, vous avez l'obligation maintenant de continuer à être humble pour vous améliorer. Et cela vous allez vous améliorer en apprenant sur le terrain, en vous frottant aux réalités du terrain. Ça a été le cas pour moi. Je dis que dans mon rêve de devenir journaliste, j'ai dû présenter des concours. Donc j'ai présenté les STIC. Malheureusement, je n'ai pas été retenu. Tous les 3 fois, j'ai été mis sur la liste d'attente. Mais je n'ai pas lâché. J'ai persévéré et commencé à pratiquer sur le terrain. J'ai à chaque fois pris la peine de me mettre à l'aune, n'est-ce pas, des aînés. Parce que, effectivement, le métier de journaliste et de communicateur, on ne se bonifie pas la pratique. Lorsqu'on s'est forgé un esprit d'humilité, parce que c'est en étant humble qu'on peut se dire que quand on est assis en posture d'auditeur ou en posture de téléspectateur ou en posture de lecteur, ce que l'autre a produit, on y pose un regard qui est un regard d'apprentissage. C'est-à-dire on regarde dans une production audiovisuelle, quelqu'un est en train de s'exprimer, vous qui faites dans le même métier, vous apprenez de lui. Mais pour que vous arriviez à accepter d'apprendre de lui, il faudrait que vous vous disposiez à être à l'humilité. Et pour pouvoir... Sinon, vous allez vous dire, non, vous allez vous relater ce qu'il dit et ce qu'il fait, et vous n'apprendrez pas. Pourtant, chaque fois, on apprend de l'autre. Ça peut être un tact qu'on apprend, ça peut être une stratégie, ça peut être un style, ça peut être une attitude qu'on acquiert et qu'on s'approprie pour la suite. C'est la même chose dans l'écriture journalistique. Vous apprenez, vous écrivez, vous voyez comment quelqu'un attaque un angle de papier. Pour le même papier,
quelqu'un écrit, vous écrivez, mais à la fin, vous vous rendez compte qu'il a quelque chose qu'il a ajouté à son style qui vous manque. Et du coup, vous vous dites, ok, j'apprends de lui. C'est la même chose en radio. Donc voilà, pour ce qui est de la compétence, c'est comme cela que je me suis formé en apprenant des autres, surtout des aînés. Et je suis arrivé dans cette même perspective-là à me former en ligne, comme je l'ai dit tantôt, par correspondance. Et j'ai eu un certificat qui m'a donné justement les bases théoriques, les bases qui me prédisposaient justement en tout cas, qui me donnaient ce qu'il faut pour me lancer dans le métier. J'ai fait des séminaires, des formations continues régulièrement. Et j'en fais, jusqu'à présent, j'en fais. Il n'y a pas encore très longtemps, je prenais part à un atelier de formation. On en a fait avec des organisations. Nous-mêmes, on en a organisé. Et quand nous nous organisons, les experts qui viennent partager donnent aussi l'occasion parfois à nous-mêmes de revisiter, de faire une réminiscence, n'est-ce pas, de nos propres connaissances. Parce que c'est une science. Les sciences de l'information et de la communication sont une science très dynamique. C'est un monde qui évolue, surtout que c'est lié à la technologie et à l'innovation. Du coup, il faut s'actualiser, il faut se mettre up-to-date, comme on dit. Sinon, vous êtes dépassé et à un moment donné, vous restez dans la monotonie. Voilà un peu comment je me suis forgé pour ce qui est, n'est-ce pas, de la pratique du journalisme et de la communication. Pour ce qui est, n'est-ce pas, de la pratique de l'édition. L'édition, c'est une science, c'est un segment des sciences de l'information et de la communication. C'est la fabrication du journal en ce moment-là. Mais nous qui avons fait une sorte de tronc commun, parce que dans les conditions qui sont les nôtres, nous sommes obligés parfois de nous former à l'édition. Ça veut dire que vous devez avoir une culture de l'infographie, vous devez avoir une culture, les bases du montage. Il faut que vous ayez ce que vous recherchez. Même si vous allez solliciter les services d'un monteur, vous venez avec un fantôme que vous lui présentez. C'est à partir de votre fantôme que le monteur ou l'infographiste va vous sortir des projets et vous allez sélectionner ce qui, de votre point de vue, n'est-ce pas, vous paraît proche ou alors identique à ce que vous recherchez. C'est ça en édition. Et donc, il faut se forger. Et pour se forger, il faut prendre part à des travaux. Il y a dans le métier, n'est-ce pas, de la direction rédactionnelle, c'est un autre pan très, très important et très difficile. Être patron de presse, c'est très compliqué en contexte camerounais parce qu'on est encore à l'étape où l'État donne des appuis. Ce ne sont pas des subventions. Les publicités sont à tête chercheuse. Il faut convaincre. Il faudrait que vous donniez des arguments ou alors que vous fassiez des compromissions. Or, c'est ça aussi les réalités auxquelles je ne sais pas mon école. Je n'ai pas fait l'école de la compromission. Je suis un puriste. Je suis de ceux qui pensent qu'on fait le travail et ceux qui connaissent le travail, on reconnaît le travail. C'est comme ça que j'ai évolué dans ce métier depuis 30 ans. Si j'avais voulu utiliser les raccourcis, je les aurais utilisés, mais ces raccourcis, on le voit, beaucoup de nos confrères qui avaient choisi ça, on connaît la situation pour ceux qui sont encore en vie. Et donc, c'est pas un milieu où la lecture que je fais de cette situation, c'est que le métier d'éditeur de publication est un métier qui expose le porteur de projet à des risques, n'est-ce pas, soit qu'il se compromette avec les conséquences qui vont avec, soit qu'il reste puriste et aussi avec des conséquences. Mais au moins, c'est des conséquences qui sont acceptables et assumables dans la mesure où au moins vous gardez votre intégrité, même morale. Vous pouvez dormir des nuits. Quand vous allez au lit, vous dormez sereinement. Pourtant, d'autres passent des mauvaises nuits parce qu'ils ont fait des deals au nom de la recherche d'une notoriété quelconque ou bien d'une certaine richesse. Non. Je suis, comme je le dis, je suis un puriste. Je ne fais pas le journalisme parce que je manquais quoi faire. C'est une vocation. C'est un métier de cœur. Les premiers principes, ce sont des principes déontologiques. Ça, c'est universellement reconnu dans le métier. Et moi, j'ai ma devise que j'ai empruntée. Ne rien dire pour nuire, ne rien taire pour plaire. Voilà le principe. Je fais du journalisme de développement.
Le développement perçu ici dans son acception globale, c'est-à-dire développement économique, développement social, même développement intrinsèque de l'individu. En ce sens que je considère que un individu, un gestionnaire public, un gestionnaire social, un leader qui a reçu une onction pour mener une tâche, cette tâche-là, il l'amène dans l'intérêt de la société. Il faudrait qu'il fasse cela avec éthique, avec sérieux, avec amour. Il faudrait que ceux vers qui ces actions sont dirigées ressentent cela. Donc nous, on est dans cette posture. J'aime à dire, moi j'accompagne ce qui est bien, je dénonce ce qui est mauvais. C'est cela qui sous-tend le groupe Le Vigile, que j'ai le bonheur, n'est-ce pas, de diriger aujourd'hui, que j'ai mis sur pied, et qui aujourd'hui édite 3 organes de presse. Le groupe Le Vigile reste debout malgré toutes les vicissitudes du métier, parce que nous sommes restés cohérents dans notre ligne éditoriale, dans notre vision éditoriale. Notre vision éditoriale était celle de ne pas nous prostituer parce qu'on recherche de l'argent, mais de laisser une empreinte. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le siège que j'ai choisi pour le groupe Le Vigile. J'ai choisi Loum, mon arrondissement. Je suis un des rares organes de presse au Cameroun dont le siège se trouve dans un arrondissement. Les plus hardis récemment ont créé dans les chefs-lieux départements, jusqu'à un passé de sens dans les métropoles, Yaoundé, Douala, Bafoussam. Et c'est moi qui suis venu avec cette approche où on pouvait créer des organes de presse d'arrondissement. Je suis un des pionniers dans le domaine. C'est ça un impact. Et c'est parce que je voulais aussi participer au développement, n'est-ce pas, de ma localité, à la mise en lumière de ma localité. Et je crois que je l'ai fait à ma manière, je continue à le faire. Aujourd'hui, à côté de ces 3 organes de presse, nous avons lancé le Vigile TV, qui est une web TV, qui est encore dans sa phase de mise en œuvre, mais qui impacte aujourd'hui. Elle a une personnalité, ceux qui regardent nos éléments nous font des retours positifs et encouragent. Donc vous voyez que c'est ça, et on s'adapte. Donc les principes qui régissent notre vision éditoriale sont les principes qui sont adossés aux principes universels du journalisme et de la communication. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire. Accompagner, exalter ce qui est bien fait dans l'intérêt de la communauté. Dénoncer ce qui est mal fait. Dénoncer les malfaisants. C'est-à-dire que si quelqu'un reçoit un mandat d'élu, les gens mettent leurs espoirs en lui, député, maire. Quand il trahit le mandat en ne faisant pas le travail, il faut lui qu'on dénonce. Et lorsqu'il s'efforce d'apporter des réponses, malgré les modestes moyens qu'il peut avoir à disposition, il faut aussi le mettre en lumière. C'est ce que le groupe Le Vigile a fait. Que vous parcouriez le Vigile républicain, quand vous allez voir nos unes, nos titrailles, on ne fait pas dans la dentelle. On prend du temps pour travailler, pour accompagner. Et c'est ce que le tabloïd fait. Nous avons évolué en disant, OK, on est un journal basé dans un environnement qui est à 80% agricole. Il fallait, et les agriculteurs, les acteurs du secteur agro-pastoral n'ont pas toujours accès aux outils de communication, de formation. Nous avons pensé dans le groupe à lancer Tribune Paysanne, qui est cette fois-là un journal thématique spécialisé dans l'agro-pastoral. Et vous verrez que 80% de l'actualité dans cet organe, n'est-ce pas, parle de l'agriculture, les techniques, les fiches, et avec tout ce que cela comporte comme, n'est-ce pas, réalité du métier, n'est-ce pas, soit d'agriculteur, soit d'éleveur. Bref, ce qui est lieu, ce qui a trait à l'agro-pastoral, même la transformation agroalimentaire. Et maintenant, vous avez le Vigile du sport, qui est aussi un magazine thématique spécialisé dans le sport. Les sports en général, c'est pour ça que c'est le Vigile du sport, pour rester dans la congruence de le Vigile. Donc, nous sommes dans cette vision-là, et si nous avons réussi à tenir le coup, c'est parce qu'effectivement, notre approche
est accepté. Aujourd'hui, le Vieux du sport fait partie, n'est-ce pas, des organes de presse spécialisés du sport au Cameroun et même au-delà qui sont rentrés dans les habitudes des lecteurs et même des followers. Quand nous tirons, ce que nous tirons, les gens, c'est acheté. Et on a là, la confiance, par exemple, des annonceurs qui nous accompagnent, qui nous font confiance. Donc voilà, c'est cela qui régit. Nous sommes dans la rectitude professionnelle. Depuis l'avènement de la libéralisation du paysage audiovisuel, le Cameroun est en avance. Parce qu'il y a des pays en Afrique qui avaient déjà connu la libération du paysage audiovisuel avant le Cameroun, mais qui n'ont pas le niveau du Cameroun en termes de développement, n'est-ce pas, dans le domaine aujourd'hui. Je pense que c'est au niveau de la volonté, tant pour ce qui concerne les pratiquants du métier de journaliste, que des promoteurs, n'est-ce pas, des médias, il y a une réelle volonté d'élever le niveau. Maintenant, ce qui manque, c'est l'accompagnement au niveau institutionnel. C'est-à-dire les pouvoirs publics tardent encore à mettre en place toutes les facilités. Dans des pays moins nantis que le Cameroun, les médias reçoivent des subventions, pas l'aide. Et ces médias ne reçoivent pas des subventions à tête chercheuse. C'est une dotation qui est faite parce qu'il y a un fichier national des médias reconnus en termes de par catégorie. Et donc, lorsque vous êtes dans cet organe-là, dans une catégorie retenue comme cela, il y a un montant qu'on vous affecte. Maintenant, ce que les pouvoirs publics font, c'est qu'on vous donne la subvention et vous devez justifier de l'utilisation faite. C'est à ça que nous voulons arriver. Dans un contexte où la publicité n'est pas la chose la mieux partagée. Vous voyez, les gens font du copinage dans les insertions. Vous avez beau avoir un auditoire, un lectorat, vous ne verrez pas des gens courir. C'est même l'organe de presse qui va encore vers l'annonceur pour lui proposer ses services. Pourtant, c'est l'inverse qui devrait se produire. Les gens font le copinage. Vous verrez dans une chaîne de télévision, c'est des lectures que je fais qui traduisent la précarité. Dans une chaîne de télévision, au même moment, dans la séquence des publicités, on montre deux produits concurrents. Deux produits identiques de producteurs concurrents. C'est-à-dire que vous allez voir, on va vous montrer un produit, une boisson, produite par une entreprise brassicole. Sa publicité passe dans la même chaîne. À la suite de la publicité, on met encore les produits de l'entreprise concurrente. C'est des incongruités. Vous voyez, ça traduit, parce que ces chaînes n'ont pas le choix. Si vous avez la chance d'avoir un peu de publicité comme ça, vous ne pouvez pas manquer le coche de remplir le contrat. Vous faites du mieux que vous faites. Vous pouvez, n'est-ce pas, avoir cette clientèle. Or, sur le plan, n'est-ce pas, de l'éthique, ça pose un problème. Parce que faire la publicité, c'est prendre parti, c'est prendre position. Quand vous dites, vous parlez de tel, ça veut dire que vous êtes un allié. Parfois même, vous êtes même un consommateur vous-même. Puisque vous ne pouvez pas promouvoir ce que vous ne consommez pas. Vous ne pouvez pas me dire de consommer une boisson, mais on ne voit pas ça, par exemple, sur vos plateaux, quand vous faites vos émissions. C'est déjà ça, la communication et la publicité. Or, les organes peuvent vivre de cela. Alors, les gars, parfois, acceptent certaines compromissions pourvu que ça donne un peu d'argent pour supporter les charges, n'est-ce pas, liées au fonctionnement de la structure. Donc, la presse au Cameroun, elle est sur une bonne voie, mais il y a encore de nombreux réglages à faire. J'évoquais, n'est-ce pas, cet aspect des appuis institutionnels au niveau des financements, mais il y a aussi même le cadre juridique. La dépénalisation des délits de presse. Aujourd'hui, des individus, parce qu'ils ont des positions de pouvoir, ils peuvent corrompre pour quelque chose qui peut se régler. Par exemple, quelqu'un a la possibilité de solliciter un droit de réponse. Lorsqu'il dit qu'il estime que vous avez fait un article sur lui, mais il préfère saisir plutôt un procureur de la République. Pour qu'on vous intimide, pour qu'on vous... Vous voyez, c'est des insuffisances. Pourquoi? Parce que les pouvoirs publics sont restés dans une logique bananière, n'est-ce pas, où on brime les médias. On ne veut pas que les médias parlent.
Et du coup, on laisse comme ça ces oripeaux dans les textes en parlant, n'est-ce pas, de délit de presse. Or, il y a des mécanismes de réparation. Si vous estimez que vous êtes offensé, vous donnez une réponse que j'ai l'obligation de publier. La presse reste un pouvoir important. C'est un pouvoir, les gens appellent le contre-pouvoir. Moi, je n'appelle pas ça le contre-pouvoir. Il reste un pouvoir. Parce que grâce aux médias, il y a des mentalités qui changent. Je vais vous le dire, en 30 ans de métier, je peux témoigner de ce que j'ai quand même vu évoluer les médias. Au Cameroun, il y a 30 ans, vous ne pouviez pas vous permettre certaines choses parce que vous seriez traité avec tout ce que ça comporte. Mais aujourd'hui, grâce au travail des médias, les défenseurs, n'est-ce pas, des droits des journalistes, ont réussi à faire reculer un peu la répression. Les médias influencent. Vous avez vu autrefois, vous pouviez poser une action dans une localité quelque part au Cameroun. Vous pouvez même porter atteinte à l'intégrité de quelqu'un en utilisant votre pouvoir, que rien ne vous arriverait. On ne saurait même pas. Aujourd'hui, une simple altercation entre vous fait l'objet d'un papier de presse. Donc, et du coup, les gens sont sur leur garde. Le fait qu'il y ait cette libération du paysage médiatique et le fait que les Camerounais se soient engagés à porter des projets dans le domaine des médias et aussi que de nombreux jeunes aient accepté, n'est-ce pas, l'aventure du métier de journaliste et de communicateur, ça a fait qu'il y a un peu une petite salubrité publique qui accourt. Il y a une salubrité publique qui accourt. Les gens, n'est-ce pas, sont un peu disciplinés. Même si ce n'est pas encore tout, ce n'est pas encore l'idéal, mais on voit une avancée. La presse influence, la presse apporte sa contribution, la presse fait bouger les lignes. On a vu des lois qui ont été votées ici au Cameroun, à un moment donné, qui n'ont jamais été mises en application parce qu'il y a eu une levée des boucliers. Il y a eu des égarements. La dernière actualité est celle, n'est-ce pas, de la disparition de 120 000 noms, n'est-ce pas, du fichier de l'ECAMO, on parlait des empreintes, etc. Mais tant il est vrai qu'il y a des hommes politiques des partis politiques qui ont dénoncé ça, mais ça a eu l'écho parce qu'il y a eu des médias pour relayer et qui en ont fait des plateaux. Ça a amené les autorités en charge, n'est-ce pas, de l'organisation de cette procédure d'inscription à faire des sorties pour expliquer et justifier leur position. Et ça, mais ils ont même été contraints à annoncer qu'ils allaient réincorporer ces noms qui étaient disparus. Vous voyez que la presse apporte une contribution notable dans l'assainissement et même dans la civilisation de la société. Nous pensons que le journalisme est un métier qui ne va pas mourir. Au contraire, il va se bonifier, il va s'améliorer. Il va s'améliorer parce que l'évolution technologique, l'innovation technologique participe de ce que le journalisme va évoluer. Peut-être certains métiers du journalisme doivent connaître des soubresauts ou des contre-coups, comme c'est le cas par exemple dans la presse écrite. Parce qu'avec l'avènement, n'est-ce pas, de la presse digitale, de plus en plus, les journaux presse ont tendance à ne plus rester. Mais les journalistes ont réussi à s'adapter. C'est-à-dire qu'on monte un journal est fait en papier tabloïd comme Tribune Paysanne comme ça, ou comme le Vigile républicain, mais il y a leur déclinaison numérique. Aujourd'hui, les gens s'abonnent en PDF en ligne. Il y en a qui, ces journaux, ont des pages, ont des sites web où les mêmes articles sont publiés. Donc, vous pouvez vous abonner simplement pour lire le même contenu que l'homme qui est sur le site de la production lit lorsqu'il achète un journal papier. Vous pouvez avoir le même journal. Mais je suis de ceux qui pensent que le journal papier doit demeurer parce que c'est le meilleur outil qui permet, n'est-ce pas, de faire une couverture intégrale. Avec la presse écrite, on peut retrouver facilement les supports. Aujourd'hui, il y a des éléments qui
même gardées dans le cloud, sont difficiles à retrouver. Parfois, on a perdu les clés, on a perdu les liens, et on ne s'en souvient plus. Alors que lorsque un bon archivage est fait, eh bien, vous avez la possibilité de retrouver, n'est-ce pas, le journal. Ce numéro, par exemple, il est de 2016. Regardez la présentation. Vous voyez l'état. On peut croire qu'il sort à peine de presse. C'est un journal de 2016. Imaginez quel âge il a, ce journal. Il est d'août 2016. Nous sommes en 2025. Vous comprenez que c'est un journal qui a fait le chemin. Plus de 11 ans. Il a 11 ans. Pratiquement là. Donc vous voyez que c'est je veux dire, c'est un support qui mérite de demeurer. Mais c'est à nous et au pouvoir public de donner les outils pour que ça ne meure véritablement pas. Moi, j'entrevois une presse médiatique, un paysage journalistique et médiatique qui va aller en se bonifiant, en se densifiant, surtout avec les évolutions technologiques. Je me souviens, il y a quelques années, ça devait être je crois peut-être en 2017, comme ça, je crois, 2016, si j'ai un bon souvenir, il y a eu un changement dans la préfectorale. Le Vigile républicain, on connaît, c'est un journal qui a son ton. Nous ne transigeons pas quand on a des choses à dire. On ne fait pas dans la calomnie, on dit des vérités. On passait le commandement à un sous-préfet ici en Konsamba. Et j'étais arrivé à la cérémonie et je voyageais. J'étais en partance. J'avais quelques exemplaires des journaux pour mes abonnés de Douala. J'allais à Douala le lendemain, puisqu'un ami devait être installé sous-préfet aussi à Douala 3e le lendemain. Donc je terminais et je voyageais pour cette cérémonie. Et je suis à la part des fêtes. Pendant qu'il y a des communications, je suis allé vers le baffle parce que je voulais enregistrer à partir de mon dictaphone, n'est-ce pas, les communications que je décrypterai plus tard. Il s'est trouvé que j'avais en main un exemplaire d'un journal, d'une édition du journal qui parlait, n'est-ce pas, de certains barons politiques de Nkonsamba qui étaient à la tribune. Et il y avait une position sur le baffle qui a fait que j'avais tenu le journal dans une position où il était lu. Moi, mais je n'avais pas conscience, hein. Ben, ça a mis des gens mal à l'aise où les gars ont monté un traquenard contre ma personne. J'avais déposé mon sac sur une chaise où j'étais assis derrière les autorités. Quand j'ai fini de faire mes extraits, je suis allé m'asseoir. À peine je m'assieds, je vois deux gros bras qui arrivent là, qui arrachent mon sac carrément, l'ouvrent et enlèvent mon store de journaux. Qu'ils croyaient être un lot des exemplaires de ce que j'avais en main. Ce n'était pas ça, c'était des exemplaires de l'édition récente qui étaient destinés à des abonnés qui les attendaient à Douala. Et ça a fait l'objet. Et finalement, alors que je me suis opposé vertement, ça a créé un peu de désordre. Le préfet était juste devant. Voilà un agent commissaire central, paix à son âme, qui avait été commis. En fait, c'était quelque chose de travaillé. Ils avaient élaboré un scénario pour m'embrigader. Il me dit, ouais, vous avez fait trouble à l'ordre public, blablabla. Il a raconté une tas d'histoires. Je suis un journaliste, je connais la loi. Je lui ai dit, mais vous êtes officier, vous êtes procureur de la République pour qualifier les faits. Vous appelez quoi? Qui est le plaignant? Mais parce que je suis républicain, je suis allé avec eux au commissariat central. Ils ont voulu mettre en œuvre, ils vont dire, bah, vous, la garde à vue, blablabla. Je leur ai dit, monsieur, vous me notifiez ma garde à vue formellement, et puis vous dites pourquoi vous me gardez, et vous me faites voir la plainte de celui qui me poursuit. Tout ça s'est fait, le préfet n'est pas au courant. Malheureusement pour eux, je suis membre du syndicat national des journalistes du Cameroun, bien immatriculé, et ça a été une scène publique. C'est un scandale. À peine les gars ont été ça avait déjà fait. Ça a même occulté la cérémonie de passation de commandement. C'est mon actualité qui a fait le buzz. Et on est resté au commissariat. Celui qui m'a agressé, puisque j'ai signé sur un, et j'ai dit que je ne bouge pas sans celui-ci. Ils sont eux qui m'ont agressé. Je suis agressé, je me bats. Vous estimez que c'est moi, c'est la victime qui devient le bourreau.
on a été au commissariat et ça a fait jaser. C'est alors que pendant que ça se passait là, le syndicat national des journalistes a fait un 20 heures. Et dans le journal en Kosamba FM, je veux rendre hommage aux jeunes confrères de l'époque qui étaient à la rédaction là-bas, Raoul Elong et toute son équipe. Vous avez Raoul Elong qui avait fait un direct où le secrétaire national du bureau exécutif national de SNJ avait fait un direct pour sommer les autorités de Kosamba de me libérer. Et pendant qu'on y était, c'est le ministre Issa Chiroma Bakari à qui rend hommage d'État de la communication, qui avait été saisi lui aussi, qui a passé des coups de fil. Le préfet était surpris qu'on lui dise qu'on a dit qu'il a mis un journaliste en cellule, en garde à vue. Il était lui-même éberlué. Il pose la question, c'est où? On dit, c'est qui? On demande. C'est là où il demande à son commissaire central de l'époque, qui dit que non, il n'est pas au courant. C'est alors que c'est son adjoint qui était dans un business avec certaines pontes dans le paysage, qui voulait m'intimider. Parce qu'il faut le dire, le vigile à la période là avait eu accès à des informations sensibles qui mettaient vraiment les gens là, en tout cas qui dénonçaient leur travers. Du coup, comme je suis en train de le dire là, j'ai passé quelque temps et pendant qu'on terminait, c'est le ministre de la mission territoriale de l'époque, M. Emmanuel Sadi, qui est aujourd'hui ministre de la communication, qui a aussi appelé le gouverneur et le gouverneur a appelé le préfet. Le préfet s'est dit, mais il se trouvait au cœur de beaucoup le préfet Thomas Ona, à qui je rends hommage, un vrai patriote, paix à son âme, il s'est reposé, il est dans son village où je suis allé vraiment moi-même l'accompagner à sa dernière demeure. Dès qu'il a pris ça, il s'est levé pour dire, mais c'est qui, pourquoi est-ce que vous êtes? Est-ce que je me suis plaint? Pourquoi vous dites aux gens que j'ai mis un journaliste, j'ai fait en garde à vue? Je vous ai donné un ordre de garde à vue, c'est quoi ça? C'est alors que lui-même s'est rendu compte que c'était un traquenard qu'on avait monté contre ma personne. Et l'histoire s'est terminée que on vient me présenter des excuses, on me demande de rentrer. Je lui ai dit que je ne rentre pas, je reste ici. Il y a mes journaux qui ont disparu, on me les remet, c'est les commandes des abonnés. Je n'ai même fini par porter plainte. Et ils ont payé ces journaux-là au prix. Parce que sinon, les garçons parce que finalement, le monsieur qui avait commandité l'histoire, finalement, s'est rétracté. Et ces gars, l'un d'eux sur lequel j'avais signé, je lui ai porté plainte contre lui et il a été interpellé. Il devait être déféré. Il a fallu la médiation, les gens ont plaidé et puis j'ai laissé tomber. Mais ils ont payé les journaux même si ça a privé mes lecteurs, n'est-ce pas, de mes abonnés, ça a retardé leur livraison, mais ça a été fait. Donc voilà une anecdote qui montre qu'on est dans un environnement où le travail qu'on fait peut nous valoir, n'est-ce pas, d'être traité. Or, en fait, c'est parce qu'il n'avait pas d'arguments légaux pour me poursuivre au tribunal en justice qu'il fallait trouver des mesures d'intimidation. Mais ils ont oublié que je suis titan. On ne m'intimide pas, surtout quand je sais que je suis dans le vrai. Mais quand j'ai les éléments de preuve, on ne m'intimide pas. Et c'est une anecdote que je raconte comme ça. Il y en a plusieurs. Je suis allé au tribunal avec un autre qui avait estimé, il vient 4 ans après me poursuivre pour une histoire que je l'ai diffamée. J'ai simplement au tribunal dit au juge de lire la loi sur la communication sociale. Ici, on cite la loi diffamation, injure par voie de presse, tout ça là. Je dis, monsieur le président du tribunal, déclarez-vous incompétent. La loi sur la communication sociale a encadré ce grief-là. Même les avocats étaient surpris. L'avocat même de mon accusateur était surpris. Il a dit que j'ai dit que même si vous n'avez pas la loi, je vous en donne. J'en avais 4 exemplaires. J'ai donné. Il y avait un jeune procureur de la République là-bas, une dame, très humble. Elle a dit que donnez-moi aussi. Je lui ai donné. Et j'ai référencé la disposition qui disait que on doit, si vous estimez que vous avez été diffamé, soit vous faites demander de réponse, soit vous portez plainte dans un délai de 4 mois. Quelqu'un m'avait porté plainte pratiquement 4 ans après. Quand le président a vu ça, le tribunal s'est carrément tué et il a demandé au procureur. Le procureur a dit qu'il s'alignait sur la loi et je suis rentré. Et finalement, ce monsieur plus tard va me dire qu'il s'était attaqué à moi parce qu'il croyait que je soutenais quelqu'un avec qui il était en conflit politique. Vous voyez comment c'est des arguments de bas étage. Pourtant, lui, il savait pourquoi que ce que j'avais publié était vrai. Ça reposait sur la vérité.
Mais il fallait utiliser les moyens parce qu'il a de l'argent, il fallait corrompre pour qu'on intimide Titan Yonke. Donc c'est un peu ça, il y en a plusieurs comme cela qu'on peut évoquer à foison. 30 ans, c'est quand même un chemin qui vous prédispose à vivre des vicissitudes aussi. Ce sont les conseils basiques de rester cohérent et attaché à la déontologie. Si vous arrivez dans le métier de journaliste au Cameroun actuellement, avec l'ambition de vous faire de l'argent, vous avez deux options. Soit vous vous compromettez avec les conséquences qui iront avec, soit vous restez dans le purisme journalistique, vous faites votre chemin, vous travaillez, vous vous cultivez, et vous allez vous imposer et vous trouverez votre pain quotidien. Parce qu'il faut se le dire, en l'état actuel de la pratique du métier de journaliste au Cameroun, aujourd'hui, il ne nourrit pas son nom. Je suis aussi patron de presse. J'ai pu vous dire que lorsqu'il faut recruter des gens et les traiter décemment, en contexte camerounais, ce n'est pas donné. Les médias où vous verrez, où les gens on peut prétendre payer les gens grassement, sont des médias soit à capitaux publics, où on ne fait vraiment pas alors le travail, et les autres qui ont des financements occultes. Suivez mon regard, on en connaît dans notre paysage qui ont reçu des financements pas orthodoxes et qui peuvent les dépenser, parce que c'est une sorte de blanchiment d'argent aussi. Donc, si quelqu'un veut faire du journalisme, véritablement, il faut qu'il s'arme de patience et qu'il se dise, qu'il soit convaincu que c'est un choix de vocation, que c'est un choix de passion. Et beaucoup qui entrent dans les entreprises de presse entrent par fantaisie ou bien par mimétisme ou alors pour le plaisir de passer à la télévision ou de parler à la radio ou bien de voir son nom dans le bar, au bar d'antique dans un organe de presse. Mais il faut savoir que le métier de journaliste a des exigences. Vous devez être capable de vous déplacer sur le terrain pour travailler. Il faut avoir des équipements. Ça coûte de l'argent qu'il vous faut. Donc quand vous avez un contrat dans une entreprise, même si on vous paye 50 francs, exigez qu'on vous établisse un contrat pour les 50 francs CFA. Cela vous protège. Et ce contrat vous sert aussi de référentiel demain, au cas où vous aurez la possibilité de postuler ailleurs ou de faire votre compétence ailleurs. Vous aurez au moins un référentiel qui permet au nouvel employé de voir que vous avez la capacité de servir et que vous avez déjà servi ailleurs. Ce sont les minima que je demande, que je recommande aux jeunes et que je fais aussi dans mon groupe. J'essaye de veiller à ce que les collaborateurs avec lesquels nous travaillons aient le minimum, n'est-ce pas, qui leur permette de s'en sortir avec un minimum de décence. Titan Yonke, qu'il regarde en ce moment, est le produit d'une volonté née d'une passion et d'une vocation. Beaucoup de mes compagnons de route sont restés des employés avec les conditions qui sont les leurs. Moi, j'ai eu une conviction, c'est de ne pas pu être employé de quelqu'un dans le domaine des médias, de porter mes propres projets, subir les affres du métier, subir les vicissitudes du métier, subir les difficultés, mais assumer mes choix. Donc, c'est cela la vérité. Je suis un prototype de personne qui incarne effectivement un choix assumé. Je ne peux pas me plaindre. Je ne me plains pas parce que j'assouvis ma passion. Je vis ma passion. Je vis ma vocation. Je suis épanoui. Et la presse m'a donné un peu. Et lorsque je regarde beaucoup qui sont entrés dans le métier en passant par mon entre-gens ou bien par mon canal, je me dis je suis fier. Ils le reconnaissent. Plusieurs ont eu l'occasion, lorsque j'ai eu des événements qui me concernent,
d'effectuer le déplacement pour venir en témoignage, n'est-ce pas, de ce que, grâce à moi, ils ont pu entrer dans le métier. Beaucoup en vivent. Beaucoup sont même des professionnels en hexagone dans le métier du journalisme et de la communication. Au Cameroun, il y en a. C'est dit qu'on a impacté une génération. Et on espère que le peu de temps que Dieu nous donnera encore de vivre, on va continuer à donner, à partager, n'est-ce pas, notre petite connaissance. L'une de mes singularités, ma singularité, hein, c'est la générosité intellectuelle. C'est un héritage de mon père. Mon père m'a dit, un bien qu'on a, qu'on ne partage pas, se perd. Et lorsqu'on a un bien qui peut être un héritage intellectuel dans un domaine, lorsque vous ne le partagez pas, il va se perdre après vous. Parce que personne ne va perpétuer cela. Même si vous donnez gratuitement, vous avez l'avantage que même si quelqu'un ne vous dit pas merci, en son âme et conscience, et même les anges savent que tel qui performe là, c'est grâce à vous. Et vous pouvez ne pas en jouir, mais ces ondes positives peuvent bénéficier à votre progéniture. Voilà ma conviction. Oui, au moment où je célèbre le 30e anniversaire, n'est-ce pas, de mon engagement professionnel dans le métier de journaliste, parce que c'est en 1995, je l'ai dit, que j'ai commencé comme professionnel. Je suis en train de travailler sur un ultime projet, toujours dans le paysage médiatique. En tout cas, on va dire, ce sont deux projets en un. C'est construire le siège définitif du groupe Le Vigile à Loum. Si Dieu le permet, à l'occasion du 30e anniversaire, nous allons procéder à la pose de la première pierre du nouveau bâtiment qui va abriter le siège. Et dans ce bâtiment, en plus, n'est-ce pas, de ces 4 structures qui existent déjà, à savoir le Vigile républicain, Tribune paysanne, le Vigile du sport et le Vigile TV, nous envisageons de lancer un ultime projet éditorial, médiatique, dont nous allons décueillir des décisions en temps opportun. Il y a ce projet-là qui est maturé. L'essentiel du matériel est même déjà rassemblé. Et puisque cela exige un minimum de sécurisation de cadre pour son lancement, c'est pour cela qu'il n'est pas encore opérationnel. Donc, il n'y a rien, avec la grâce de Dieu, qui soit impossible. Nous travaillons à ça. Et avec cette grâce de Dieu, nous espérons qu'on va mettre ça. En fait, c'est mon rêve, c'est mon ultime projet pour passer la main aux générations qui viennent après moi. Je voudrais simplement dire à tous ceux qui voudraient s'engager dans le paysage, dans le métier de journaliste, singulièrement, et de la communication en général, qu'il y a beaucoup de difficultés. Il faut simplement être animé par sa passion, être sûr que c'est sa vocation et être préparé à vivre les difficultés liées à ce métier-là. Mais c'est un métier exaltant, c'est un métier intéressant. S'il ne l'était pas, je n'aurais pas persévéré 30 années rectilinéairement. J'ai été rectiligne, je suis resté concret sur ma trajectoire et je peux célébrer 30 ans de métier. Et je ne peux pas dire que ça a été 30 années de chômage parce que ma trajectoire, j'ai fait la radio, j'ai fait la télévision, j'ai été à la base de la création des radios que j'ai encadré, j'ai collaboré avec plein d'autres radios qui m'ont sollicité parce que connaissant un peu mon passé, j'ai lancé des chaînes de télévision sur le câble, j'ai encadré des jeunes pour les télévisions qui sont sur le satellite aujourd'hui. Donc du coup, je suis un peu la race rare, n'est-ce pas, de journalistes transversaux qui peuvent travailler, qui se sentent à l'aise sur tous les plans, que ce soit la presse audiovisuelle, que ce soit la presse écrite, que ce soit la presse cybernétique. Moi, je me retrouve. C'est une grâce et je voudrais rendre gloire à Dieu pour ça parce que je ne suis rien sans lui. C'est lui qui m'a mis sur cette voie-là et il m'a donné aussi les moyens de pouvoir tenir jusqu'à ce moment. Je l'exalte et je le bénis pour cela. Et je dis qu'en cette année où je célèbre les 30, mon jubilé de perles, c'est-à-dire 30 ans de carrière, et je voudrais en profiter pour dire merci à tous ceux
qui, d'une manière ou d'une autre, ont impacté, n'est-ce pas, dans mon cheminement. Merci à mon épouse, Lucrèce Yonke. Merci à tous les enfants Yonke, tous mes enfants qui me soutiennent. Il faut dire qu'ils sont plusieurs qui aussi s'intéressent, n'est-ce pas, à ce métier. J'en ai des adoptifs aussi qui sont devenus des journalistes et qui s'épanouissent dans le métier. Merci surtout à cette maison de production portée par un de mes fils aussi, qui a estimé que à l'occasion de cet anniversaire, je méritais d'être dans un focus sur ces productions. Je suis heureux de voir qu'il est justement aussi l'exemple de cette persévérance, Étienne Tazovap, que j'ai vu dans ses débuts, que j'ai encadré, que je n'ai manqué, n'est-ce pas, d'orienter, et qui justement est dans cette vision-là. Et je suis convaincu qu'il trouvera sa voie. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais il va trouver, parce qu'il est animé par l'esprit qu'il faut. Il faut avoir un esprit positif. Ils sont nombreux comme ça. Donc je voudrais dire merci à tout un chacun. Merci à tous les partenaires qui croient en ma modeste contribution, en mon modeste apport à leur côté. Merci de croire en ce que je fais et de me soutenir. Je crois que le temps que Dieu nous donnera de vivre, on pourra encore faire des choses. Et je continue à leur demander de ne pas cesser de me soutenir, parce que j'ai toujours besoin de leur contribution pour continuer à cheminer. Merci à tout le monde et bon vent, n'est-ce pas, à Étienne Tazovap et à son entreprise. Blandy House Company, the plan of success.